Alors voilà, nous ne sommes qu'au 6e épisode de Modèle Phare et j'ai déjà peur d'entrer dans une certaine routine. Je n'ai interviewé que des personnes que je connaissais avant le podcast. Non pas que l'exercice était déplaisant, mais cela limitait mes possibilités de découverte. C'est dans ma recherche de nouveautés qu'une amie m'a donné le contact de Marie-Claire. Une personne pas épargnée par la vie, mais qui, de sa voix douce et calme, ne s'attarde pas sur cela. Les arts martiaux ne sont pas étrangers à cette philosophie. Salut, je suis Laricide et vous écoutez Modèle Phare, le podcast des héros de la vie quotidienne. Bonne écoute. Marie-Claire, bonjour. Bonjour Aristide. Est-ce que ça va bien déjà, première question? Oui, ça va. On ne peut pas trop se plaindre, ça va. Ok, parfait. Est-ce que vous pouvez vous présenter en quelques mots? Alors, je suis Marie-Claire Tangois, mère de famille. Voilà, j'ai 4 garçons et plein d'autres enfants. Grand-mère de 8 petits-fils. Ah, et donc parmi lesquels 4 garçons, 8 petits-fils, donc ouais. C'est vraiment que des garçons. Ouais, que des garçons. Enfin, quand je dis que des garçons, il y a plus de garçons que des filles. D'accord. Voilà, donc 2 petites filles. D'accord. En plus encore de mes petits-enfants de cœur qui sont là par ma parenté. D'accord. Voilà. Ok. Et est-ce que vous pouvez me parler de votre modèle phare? Alors, quand on parle de modèle phare, on parle de quelqu'un qui vous a vraiment marqué dans la vie, qui a intervenu même de manière insidieuse, savoir que des choses qui m'ont marqué dans ma vie, par exemple le décès de mon père, de mon mari, le père de mes enfants. D'accord. Ce monsieur a su intervenir dans ma vie par la pratique d'un art, le sport, Nambudo. Au départ, c'était le Sankokai que j'ai fait pendant quelques années. Après, on est passé au Nambudo. Et cette personne s'appelle Yoshinao Soke Nambu. Ok. Et donc c'est un professeur d'art martial, c'est ça? Ouais, c'est un professeur japonais. Nambu est né le 14 février 1943 au Japon. Et il a commencé par le Shukokai, après Sankokai. Il a créé donc le Sankokai et le Nambudo. Donc j'ai pratiqué pendant des années. Alors je veux bien que vous m'expliquiez un petit peu ce que c'est le Sankokai et parce que moi là je connais absolument pas. Alors déjà c'est une forme de karaté, karaté, voilà, une technique parmi tant d'autres, le Sankokai qui est au départ le Shukokai. Donc le Shukokai qu'a pratiqué Maître Nambu pendant des années, et quand il crée le Sankokai, il se dit à travers cet art-là, ce n'est pas que l'attaque, il faut aussi qu'elle soit basée sur l'esquive. Donc dans la vie, on esquive des choses avant de contre-attaquer. Donc et on se sert de l'énergie de l'autre pour pouvoir se fondre dans l'autre et puis pratiquer ce qu'on a envie de pratiquer pour son propre épanouissement. D'accord. Et comment est-ce que vous l'avez rencontré, cette personne? C'est en vous inscrivant, enfin vous avez eu envie de changer de sport? Ça s'est passé avant ou après le décès de votre... Alors, ça s'est passé après le décès de mon mari. D'accord. Le père de mes enfants. Donc, j'avais vraiment besoin de pratiquer un art qui soit pour moi comme une sorte de transfert. Voilà, que je retrouve des sensations pour passer à autre chose, parce que c'est pas évident. Oui, à 21 ans, vous perdiez votre mari comme ça et tout. Et je suis passée par d'autres sports quand même. C'est-à-dire, j'ai fait de la boxe, j'ai fait du foot, j'ai fait du basket, j'ai fait du volley, du handball. Et puis à la fin, du judo aussi, où j'étais ceinture marron. Et, et après, ce qui m'a vraiment plu, c'est finalement le Nambudo. D'accord. Voilà. Donc, je l'ai connu il y a plusieurs années parce que j'ai derrière moi 30 ans de pratique. D'accord. Alors, est-ce que vous pourriez me mettre un peu plus proche? Ouais, il n'y a pas de souci. Ça sera coupé. Et
Donc, à la première rencontre, vous êtes parti, il est dans un dojo, enfin, c'est un dojo pour le karaté. Oui, oui. Oui, il était dans un dojo et. Ouais, enfin, la pratique se faisait dans un dojo. Oui, Donc, les maîtres qui ont apporté, disons, amplifié cet art au Cameroun, c'est oui, Maître Hanak, qui était le directeur technique, Maître Yombi, Père Sonam, et puis bien d'autres, les Maîtres Tom Tam, Maître Moudou. Donc, on est parti de là et le maître Yoshinao Nambu venait au Cameroun pour des stages internationaux. Ah, d'accord. Voilà, donc c'est comme ça que moi particulièrement, j'ai eu à pratiquer cet art pendant des années en faisant des stages, autant au Cameroun qu'en Europe. Ok. Mm-hmm. Et il était comment ce maître c'était quelqu'un de plutôt strict ou quelqu'un d'assez plutôt léger. Enfin, il avait quoi comme type de caractère et d'enseignement? Alors, le maître Nambu, pour ceux qui le connaissent, c'est Yoshinao Dosho. Eh ben, c'est une personne exceptionnelle. Quand je dis exceptionnelle, déjà par son art, très précoce, puisqu'il a été champion à l'université d'Osaka pendant des années. Et quand il arrive en France par Valera, qui l'introduit dans le karaté français, la fédération, et ben c'est à travers ses connaissances, à travers les personnes qu'il a croisées, qu'il a pu mettre maintenant en place le Nambudo. Et puis, on va dire, moi je dirais, Maître Nambu, c'est une personne généreuse qui a pu apporter, pas qu'à moi seule, à plein de Nambudoka, de Sankudoka, son art, et qui est basé déjà sur la personne, l'humain. Oui. Voilà. On travaille aussi sur des énergies. On travaille aussi avec la nature. On est en lien avec la nature. Et c'est basé sur 7 forces, hein, les 7 forces de la nature, qui sont un peu comme des mantras qu'on récite. Voilà. Donc, je pense, pour ma part, que Nambu a compris vraiment la chose essentielle, c'est-à-dire être en lien avec la nature. Je pense que nous sommes tous terriens, mais on a besoin des éléments de la nature pour pouvoir vivre. Ok. Et Maître Nambu, c'était un japonais, c'est bien ça? Oui, c'est un japonais. C'était un maître japonais? Oui, c'est un maître japonais. Et est-ce que vous aviez des récits un peu plus précis que vous pourrez me raconter à son sujet, un moment ou un entraînement, il s'est passé quelque chose de particulier ou Oui. Alors, il avait toujours cette anecdote quand il dit, sur le tatami par exemple, lorsque un pratiquant fait une technique, il vous dira, il y a une possibilité pour dire dans la vie, rien n'est figé, il y a toujours une possibilité. D'accord. Voilà, il y a toujours une possibilité, il ne faut pas rester coincé par une technique, dire voilà, les bras par exemple, on les place comme ça. Non, il y a aussi une possibilité, on peut les placer autrement et avoir le même résultat. Ok. Ok, ça c'est super intéressant parce que du coup ça permet aussi par rapport à la vie, je sais pas si je peux dire la vie réelle en opposition aux arts martiaux, ça permet de comprendre qu'on n'est pas obligé de prendre une seule voie pour atteindre un objectif, quoi. Absolument. Absolument. Ça, c'est intéressant. Et quand vous dites que c'est votre modèle phare par rapport à d'autres personnes qui étaient présentes dans votre vie, je trouve que c'est un modèle phare qui est arrivé pas très tôt dans votre vie, mais qui est arrivé à un moment très précis. Et j'aimerais bien savoir s'il a changé quelque chose dans votre manière d'appréhender la vie entre ce que vous étiez quand vous étiez plus jeune et ce que vous êtes devenu plus tard. Eh ben, je pense pas qu'il ait changé tellement de choses. Non, je suis restée la même, c'est-à-dire la force, le courage, la détermination. Et puis, justement, dans les mantras, c'est force, courage, conviction. Ça, c'est les mantras que nous récitons. D'accord. Voilà. Et au fil des années, je suis rentrée dans un autre moule. Aller à la rencontre de mes petites cousines, mes filles, je les appelle, mes filles, qui m'ont apporté, qui sont dans la continuité de ce que j'ai toujours vécu en pratiquant de l'art. Aujourd'hui,
je touche du doigt vraiment la vie dans son essence, c'est-à-dire quand on a une force mentale, quand on a le courage, quand on a la conviction de ses idées, on peut faire des choses. Ok, c'est très intéressant. Et est-ce que vous considérez que son influence dans votre vie a participé à la relation que vous avez, ce que vous dites avec votre fille, comme vous êtes en train de me dire, vos filles de cœur? Est-ce que ça a une influence la manière dont il s'est comporté avec vous? Oui, de toute façon, comme je dis, je le pense et je le dis autour de moi, on apprend tous les jours. Oui. On apprend tous les jours et aujourd'hui, par la connaissance, je me dis, ce que j'ai appris avant en pratique, j'ai aujourd'hui la connaissance par le savoir. Oui. Voilà, par le savoir, c'est-à-dire aller au-dedans des choses et mettre des mots sur certaines émotions. Oui. Ce que dans l'art martial même, à vrai dire, oui. Il n'y a pas ça. Il y a une esquive et puis votre vis-à-vis saura que vous pratiquez telle technique, vous pouvez faire ci, voilà. Mais dans vraiment le vécu quotidien, je pense que la connaissance que j'ai aujourd'hui vient certainement de là et elle est plus étayée aujourd'hui à travers les filles. Ok. Et j'imagine que c'était un milieu qui n'était pas extrêmement féminin. Et comment ça se passait? Alors là, plus machiste quand même que ce milieu, vraiment tu meurs, quoi. Ah bon? Ah oui, je me souviens avoir vécu des choses terribles, mais avec beaucoup de distance. Je savais que j'étais la seule au gradé dans cet art-là. En 98 déjà, j'étais ceinture noire 4e dan. Donc, la première africaine à l'époque. Ah oui? Voilà, donc je okay. savais. Oui, je savais. Je savais que c'était chaud, que les collègues, mes camarades hommes ne me laisseraient pas comme ça. Parce que plusieurs fois, j'ai fait des stages ici en France et au retour, quand j'apprends une technique, pour la partager, impossible. Les mecs me disent, écoute, Marie-Claire, attends un tout petit peu, voilà, nous, on attend que le maître vienne du Japon, quoi. Voilà. Ah, d'accord. Ouais. Ah, donc, là, c'est quelque chose qui... C'est violent. Qui est assez violent, quoi, à encaisser. Et sa réaction à votre maître, est-ce qu'il percevait ces choses-là ou c'était des choses qui se faisaient un peu dans son dos des choses qui se faisaient dans son dos. Okay. Mais j'ai quand même eu le sobriquet, le nom affectueux qui m'avait donné Marie-Ki. Marie-Ki, Marie énergie, le qui est énergie. Okay. Voilà. Donc, il m'appelait affectueusement Marie-Ki. Et puis, plein d'autres collègues aussi m'appelaient Marie-Ki. Mais bon, cela ne me donnait pas justement la possibilité de leur apporter ma petite pierre à l'édifice, quoi. D'accord. Voilà. Et comment ça se passe pour l'obtention des ceintures et des choses comme ça? Parce que moi, je suis totalement extérieur à cet art. Et je sais que être ceinture noire 4e dan, j'imagine que c'est quelque chose d'impressionnant. Vous dites que vous êtes la première d'Afrique. Je discute un peu avec une légende. Non. Il y a la génération derrière, mes enfants, mes petits-enfants. Mais c'est vrai que passer les dan, c'est pas une chose facile parce qu'on ne vous juge pas simplement sur votre présence sur le tatami ou lors des stages. Oui. Voilà, c'est un tout. C'est-à-dire, il y a votre mental, votre façon de vivre, vos rapports avec les autres. Voilà. Et puis, il y a des randori, des katas, et puis, des kions. Quand je parle de tout ça. Des combats, voilà. Des combats que vous faites. Les katas, c'est des pratiques. Une pratique que l'on a, on dit, c'est un combat imaginaire. Voilà, le kata. Voilà. Et maintenant, le randori, c'est des combats. Vous êtes en face d'un partenaire et puis le maître vous impose une technique et puis vous la faites. D'accord. Et c'est pas...
pour passer les ceintures et les danes, c'est tout au long de l'année ou c'est juste, comme le bac, le jour J, faut être bon quoi. Et même si le reste de l'année, on n'a pas été très efficace. Justement, il faut être efficace pendant des années. Oui. Ouais, il faut être efficace pendant des années, être vraiment présent, quoi. Dire, Oui. vous n'allez pas débarquer, on ne vous a jamais vu sur un tatami, vous arrivez, puis vous vous mettez là en disant, voilà, je passe parce que je connais mes danes et tout ça. Non, il y a une participation au club, il y a eu la vie du club. Là, par exemple, j'ai renoué avec le club de Bagneux, où j'ai une collègue avec qui j'ai commencé très tôt aussi, Isabelle Amiel, qui est aujourd'hui 6e dan de Nambudo, voilà. Et là, c'est une question de distance qui fait que j'ai repris. Et puis, comme je dis, je devrais reprendre là, pas je veux dire dans quelques mois, voilà. Oui. Mais sinon, normalement, c'est un peu comme, c'est pas une drogue, mais quand on a fait ce sport-là, on a du mal vraiment à lâcher, quoi. Ouais. Je sais que ça me manque énormément. Et puis, dans les mois qui viennent, je devrais reprendre mon kimono. Mais la pratique, je la fais toute seule parce qu'on peut aussi la pratiquer toute seule. Ok. Mm-hmm. Et au niveau des... j'allais dire... Comment le dire de manière non péjorative? Parce que j'allais dire les accoutrements, mais c'est pas des accoutrements. Au niveau des tenues. Des tenues, voilà, merci. C'est le kimono. Des kimonos. Ouais. Est-ce que au niveau de la présentation et cette partie-là, elle est aussi importante dans l'obtention des dates? Tout à fait, tout à fait. Il y a un kimono, un pantalon, une ceinture qui correspond. Aujourd'hui, j'ai toujours ma ceinture noire qui a été signée et cousue des mains du maître. Et c'est votre maître qui qui donne les ceintures. Ah, ok. Voilà, c'est toujours lui, c'est pas quelqu'un d'autre. Mais aujourd'hui, nous avons maître Stéphane Carrel, qui est le directeur technique international. D'accord. C'est lui qui octroie les ceintures. Mais sinon, à la base, c'est maître Yoshinao Nambu. D'accord. Voilà. Et puis, donc, la tenue, c'est quoi? Le kimono, c'est un pantalon assez ample pour permettre la fluidité dans les mouvements. Voilà, une ceinture et puis un haut qui est assez ample aussi. Et puis, à la ceinture, on peut mettre un hashimaki, qui est une sorte d'écharpe, quoi, pour s'essuyer un peu quand on a chaud. Mais du coup, parce que là j'essaye aussi de comprendre, Maître Nambu, il allait dans tous les, de tous les lieux de. Alors c'est au Cameroun, oui, c'est au Cameroun. Dans les différents lieux du Cameroun pour délivrer, pour passer les tests et après délivrer les ceintures. On a 2 villes phares qui sont Yaoundé et Douala. Oui. Donc quand il arrive, il est programmé pour faire des stages dans ces 2 villes. Et puis tous les Nambudoka du Cameroun se retrouvent autour de lui. Je parle des centaines. Le Cameroun regorge de plein de Nambudoka. Je pense que là, c'est la plus importante d'ailleurs de l'Afrique tout entière. D'accord. Ouais. Et donc, et les postulants, justement, au cours de l'année, sont cooptés par leur maître. Oui. Voilà, et qui sont présentés devant le fondateur. Et puis voilà, ils passent leur ceinture devant d'autres maîtres encore. D'accord. Et est-ce que vous savez, parce que là aussi c'est quelque chose qui m'intrigue, comment est-ce qu'un maître japonais a fait pour atterrir à Douala ou à Yaoundé? Est-ce qu'il avait une histoire particulière? Il avait fait un voyage une fois ou... Il y a Eric Brown qui était au collège Vogt. C'est lui qui a apporté le Sankokai. Brown, c'était un prof. D'accord. Un professeur au collège Vogt à Yaoundé, et qui a pratiqué avec Maître Hanak, d'autres maîtres aussi, qui ont été comme pas des mécènes, mais qui ont porté justement cet art-là. Et du jour au lendemain, il y a un autre maître qui est le commandant Gwadje,
Oui. qui est ceinture noire 6e dan aujourd'hui, Oui. donc pilote sur Cameroon Airlines. C'est lui qui a participé à l'invitation justement de Maître Nambou au Cameroun. Ok. Donc c'est lui qui a réussi à le convaincre. Oui, à le convaincre en disant voilà, on a des élèves, on a des super combattants au Cameroun, et puis voilà. Aujourd'hui, je peux dire que c'est un art qui a révolutionné beaucoup de gens au Cameroun. Hein. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est un peu grâce à ça que le Cameroun a été, je crois, 4 fois ou 5 fois champion d'Afrique de foot, ou ça n'a rien à voir? Rien à voir, mais bon, le Cameroun, c'est un pays qui a une âme sportive. Hein. Oui. Voilà, il faut le dire. Le Cameroun, c'est dommage parce que bon, on règne là-dedans des histoires politiques, mais sinon, vraiment, le Cameroun, on a de tout au Cameroun, hein, que ce soit en athlétisme, en d'autres arts en dehors du Namboudo. Hein. D'accord. Alors, on a parlé de son influence dans votre vie. Et est-ce qu'il y a d'autres moments qui ont fait que c'est aussi une légende pour d'autres personnes que vous? Parce que j'imagine qu'il était aussi influent pour d'autres personnes au Cameroun. Oui. Eh bien, je me souviens quand même qu'à l'époque, quand on dit à l'époque, c'était dans les années 90 qu'il était venu au Cameroun. Oui. D'accord. Voilà. Mon père, paix à son âme, mes parents ont assisté justement à l'exécution des katas et tout. Et mon père en était fier en me disant, mais vraiment, je ne savais pas que tu étais capable d'être au milieu des hommes et de t'imposer comme ça. Je suis fier que tu portes mon nom. Tangwa, c'est très bien. Vraiment, on a même dû faire un stage à Tchan pour ça. Donc, j'ai des collègues qui ont été à Tchan. Tchan, c'est ma ville natale. D'accord. Voilà. Tchan, c'est à l'ouest du Cameroun. D'accord. Voilà. Et c'était une fierté. D'accord. C'était une fierté. Ça, c'est des moments vraiment de tendresse et de fierté pour eux. Ok. Est-ce qu'il y aurait d'autres modèles phares dans votre vie dont vous souhaiteriez parler, d'autres personnes qui ont été importantes et à qui vous souhaiteriez rendre hommage? Oui, là, je rends hommage à la famille Djoumessi, à travers ma cousine Élise, épouse Djoumessi, née Momo. Voilà, à travers ces merveilleuses filles, Sandra Magny, Lily, Valérie et Clémy, voilà. Pour tout ce qu'elle m'apporte, c'est-à-dire cette force-là, c'est dire voilà, la mère, tu es une femme forte, disant tu peux faire de tes rêves une réalité aujourd'hui. Voilà, c'est casser les codes. Là, je suis EduxP, ça je vous l'ai pas dit, je suis éducatrice spécialisée de base. Et là, je suis en train de vouloir faire autre chose, le théâtre, faire des tas de choses, être accompagnée en cuisine par Chef Élise. D'accord. Voilà. Donc, pour moi, c'est une famille phare. Ah oui, une famille phare, carrément. Ouais. Et c'est bien, c'est intéressant que vous parlez de votre métier d'EduxP. Oui. J'imagine que le fait d'avoir passé ces ceintures, d'être un peu dans un collectif où on doit essayer de de mettre sa place, de prendre sa place, ça a dû vous être utile pour votre métier d'éducatrice spécialisée. Oui, beaucoup, parce que effectivement, l'art martial, c'est prendre la distance. Oui. Et prendre la distance par l'esquive. Oui. Et maintenant, quand on a affaire aux enfants qui sont placés par l'ASE, on est dans la distance. Oui. Tout en étant dans la distance, on cherche l'esquive aussi. Quand je dis l'esquive, contournée par des moyens pas illégaux ni illicites, mais contournée par des moyens pédagogiques pour amener l'enfant à faire des choses, à se dépasser. Voilà, donc vraiment, il y a une interaction entre
l'art martial et puis mon métier d'éducatrice. Donc, je pense que là-dedans aussi, je me fonds. Vraiment, je suis dans mon élément. C'est-à-dire, c'est une sorte de partage aussi. Oui. Parce que quand vous êtes sur un tatami, vous partagez avec le partenaire. Oui. Voilà, donc ce n'est pas une lutte frontale, c'est plutôt quelque chose, une dynamique qu'on crée. Oui. Voilà. Ah, oui, parce que oui, si on est frontal avec des personnes du public, des enfants qui ont été placés par S2, c'est assez complexe. On n'obtient aucun résultat. Non, c'est très dur. C'est très, très dur. Est-ce qu'il y a une chose dont vous souhaiteriez parler, un conseil culinaire, de théâtre, de vie, quelque chose que vous souhaiteriez partager à tous les auditeurs de Model Phare? C'est le rire. Ouais. Voilà, sourire à la vie parce que on a des possibilités. On a beaucoup de possibilités et c'est de croire en soi. Ne pas attendre que quelqu'un vienne vous dire tiens, tu es bien, parce que je pense que nous tous avons des capacités tremendos. Donc, voilà, se dépasser et se dire finalement, je suis pas mal loti. Oui. Voilà. Et ça, c'est un conseil que je donne tant à mes enfants, ceux qui m'entourent, en leur disant, voilà, à mon âge, je n'ai pas d'âge. J'ai pas d'âge parce que j'ai fait un pied de nez à l'âge en me disant, voilà, je me surpasse, je fais des choses et puis le résultat, c'est que mon corps me le rend. Ah oui. Ouais, ça c'est cool. Je pense que moi aussi, mentalement, si on décide que on a percé un certain âge, donc faut faire plus attention, faut arrêter d'anticiper, faut arrêter d'avoir des rêves et des ambitions, essayer de rester au niveau que l'on est. Je pense que le mental et le corps sont extrêmement liés, quoi. Ouais, tout à fait. Je vous remercie beaucoup Merci, pour le temps, pour la patience, pour d'être venu. Je vous souhaite une bonne journée. Merci beaucoup. À très bientôt. Merci beaucoup, merci. Je laisserai toutes les informations sur le karaté en description parce qu'il y a plein de termes et de choses comme ça qui méritent un peu plus de compréhension. Et je vous dis à 2 semaines pour un prochain épisode de Model Phare. D'accord. Merci beaucoup, Steve. Au revoir. Au revoir. C'était un plaisir. Bon, vu que vous êtes encore là, je vais vous parler d'un autre podcast. Il s'appelle L'Instant Décisif. Il est animé par Sarah, une fille que j'ai rencontrée lors d'un concours de podcast. On lui parle d'éducation à travers le parcours d'une personne originaire d'un milieu modeste. Le dernier invité est l'incroyable, le magnifique, le tendre, le drôle, le vaillant, c'est moi. Il est disponible sur toutes les applis. Bonne écoute.